Cette semaine, j'ai été agressé, comme d'habitude, pas méchamment, mais avec une certaine sournoiserie, par l'abonné au Monde sur le thème des personnages qu'on voyait pas dans ma rubrique alors qu'ils figuraient dans mon roman, et notamment sur la famille de Reynard qui possède le château de Saint-Barnabé, le village d'à côté. En gros, des Parisiens du coin assez à l'aise qui passent les trois quarts de leur vie dans un appartement face à la Tour Eiffel à Paris et le reste du temps ici. Le vieux baron de Reynard fait partie de toutes les coteries les plus chics à Paris, ancien secrétaire d'État, issu de la Cour des comptes, ancien directeur des services secrets, son neveu Martial, 50 ans, qui habite ici toute l'année, est nettement moins mondain, mais c'est un raté assez aigri polytechnicien alcoolique qui soi-disant connaît tout le monde, en fait surtout au niveau local, un peu séducteur, un peu chasseur, un peu marchand de biens. Le prétexte à notre discussion au sujet de ces gens-là, dont a découlé tout le reste, a été une réflexion de sociologue que j'ai faite à la cantonade. J'ai dit, au bout d'un moment, on voit la différence qui rend l'oncle et le neveu irréconciliables, outre les problèmes d'indivision sur le domaine, c'est le fait que le baron Reynard, j'ose pas dire le vieux puisque nous étions ensemble en classe de 3e à Paris, le baron Reynard, 71 ans, retraité depuis l'année dernière seulement, pantoufle depuis 8 mois, dans une fondation américaine, un think tank comme on dit, et fait partie de toutes sortes de comités de défense bien payés, sous la houlette de l'OTAN. Son bureau, ici d'ailleurs au château, est bourré de médailles et de photos de groupes, dont une grosse partie ont été prises à Washington. Tandis que de l'autre côté, son neveu déteste tout ça, n'a jamais foutu les pieds en Amérique, a eu longtemps une maîtresse italienne et connaît très bien Rome. Il part volontiers avec moi puisque j'ai été en poste là-bas. Alors on va me dire en quoi ça peut intéresser les habitués de cette rubrique. On n'est pas dans un roman justement. Eh bien si, parce que j'ai choisi cette différence entre l'oncle et le neveu. L'un hyper atlantiste ayant travaillé pour les services secrets, ancien membre de la cellule antiterroriste de l'Élysée, complètement américanisé donc, et l'autre circulant en veste de chasse, un peu routiste, un peu ingénieur, un peu agent immobilier, grand lecteur d'Apollinaire. J'ai pris cette différence donc, dis-je, pour prétexte afin d'illustrer que les Américains ont littéralement infesté en France tous les niveaux de décision depuis 40 ans et que donc les critiques selon lesquelles les Russes seraient en train de s'infiltrer partout dans nos médias et dans nos institutions, si elles ne sont pas entièrement fantaisistes, sont pulvérisées littéralement par la réalité de l'influence américaine. Le rapport est de 1 à 50. Par exemple, en tant qu'ancien petit élu de Savoie, j'ai connu Hervé Guémard, marié à une énarque vendue à General Electric, et protagoniste de la fameuse affaire Alstom. Vous savez, elle a dépouillé la France d'un fleuron industriel au profit d'une boîte américaine où on avait casé préalablement cette fonctionnaire, laquelle était là visiblement pour faciliter les choses. Et dans tous les domaines, et je dis, c'est pareil. Et là, j'ai été fortement applaudi par Vladimir parce que j'ai dit que l'influence russe à côté, c'était presque rien, presque zéro. Mais Vladimir a ajouté, ça va changer, tu vas voir, à cause de l'Allemagne. Vladimir était persuadé que l'Allemagne, pilier de l'influence américaine en Europe, c'est fini et que les entrepreneurs allemands vont se tourner vers les Russes qui sont leur vrai marché. En attendant, et je dis, j'ai écouté l'entretien entre Musk et la patronne du parti allemand, soi-disant néo-nazi, là pour lequel il invite à voter, on a quand même l'impression que l'Allemagne essaye de rassurer, de faire allégeance à l'Amérique encore, et là Vladimir a répondu, l'Allemagne est en fait persuadée secrètement déjà de ce que dit Léon, que l'Amérique va imploser, qu'elle va se retrouver seule, elle, l'Allemagne, avec son outil industriel devenu inutile à force de droits de douane américains, de pétrole trop cher, etc. Donc c'est déjà annoncé par le parti, probablement vainqueur, l'AfD, là, et ils vont recommencer à acheter le gaz russe sur le pipeline Nord Stream 2 réparé. Gustave a dit, en l'attendant, Musk bavarde en public sur son réseau, là, à 20h30, avec la Le Pen allemande, pour protéger son investissement Tesla. Il a construit la plus grosse de ses usines à Berlin, quand même. Et là, l'abonné au Monde a lancé la vraie discussion, celle qui mérite qu'on passe dans la pièce d'à côté pour échapper à la censure. Il a dit, en attendant, tu trouves ça normal que Musk, avec son influence considérable de milliardaire, de propriétaires de médias, se permettent de dire aux Allemands, votez pour tel parti? Eh ben oui, a dit Gustave, c'est comme quand tu possèdes 4 appartements dans un immeuble où il y a 12 copropriétaires, ben t'as tendance
tendance à vouloir imposer ton syndic, c'est entièrement normal. Et là, l'abonné au Monde a prononcé les mots qu'il fallait pas dire, il a parlé d'atteinte à la démocratie. Alors là, nous avons tous contre-attaqué en même temps avec ironie, mais vous allez voir, moi le premier, parce que je venais de connaître une mésaventure bizarrement en tant qu'auteur, qui relève du même phénomène qui, oui, on me soupçonne en ce moment visiblement d'être moi-même une atteinte à la démocratie, ou qui ça, eh ben, je vous le dis tout de suite derrière la ligne de démarcation. À tout de suite, merci.